quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Là, normalement, c'est bon. C'est le micro là. C'est un film porno en fait. Moi, Je rajouterais même un son qui part là. Regarde si ça sature pas. Regarde sur le graphe si ça sature. Moi je l'aime. On a du budget sur cette émission. Là, t'as le budget toute l'année. C'est fini quoi. Ça prend la... Allez, ça va commencer dans 20 secondes. Je crois que tu t'asserres à un moment donné. Oui. Merde, j'ai pris un bonbon. Bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma, la seule émission du Loiret au monde à consacrer sa thématique de la semaine au film Halloween, à la saga Halloween et aux films qui font peur en général, puisque évidemment nous avons décidé pour suivre la mode et pour être tout à fait pas du tout original de s'appliquer à donc se concentrer sur le thème d'Halloween au cinéma, en commencer évidemment avec le thème principal, Halloween, la saga avec lequel nous parlerons une bonne partie de l'émission. Alors j'ai donc une équipe de grands vainqueurs autour de la table, hein. Vous pouvez également nous suivre en ce moment sur Facebook avec la gentillesse de Doc Teaser à la caméra. On va essayer de faire au mieux pour faire de cette émission un grand moment de joie, de bonheur, de meurtre et de partage. Exactement. En compagnie de Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir. De Florian qui est pas derrière un micro mais qui on salue puisqu'il va nous faire les vidéos, les captures d'écran et tout ce qui nous permet d'illustrer l'émission, et on l'écoutera tout à l'heure pour la thématique et la question de la semaine. On va en parler puisqu'on se demandera notamment si aujourd'hui les films d'horreur sont exclusivement faits pour les ados. Et ça on se posera la question justement à la suite d'Halloween, le film mythique de Carpenter de 78. Avec nous également Jérémy autour de la table. Bonsoir. Voilà, alors Jérémy, t'es venu pour nous parler d'une saga qui te tient à cœur. On en parlera également avec la question de la semaine, puisqu'on parlera de Destination Finale, comme nouvel âge du film d'horreur au cinéma. On essaiera de rebondir sur le sujet. Et Doc Teaser qui est venu avec ses bandes annonces. Bonsoir. C'est pas le plus facile. Et un masque très particulier, effectivement. On va essayer de se déguiser au mieux du mieux pour faire une émission de radio. Un grand merci à Hervé Grou qui est derrière les platines pour nous envoyer des sons pendant 1 heure. On va essayer donc de parler de cette thématique de Halloween au cinéma juste après ce petit son. Écoutez-nous, si vous ne nous écoutez pas, vous allez voir. Une petite ambiance d'Halloween ringarde, clairement. J'ai choisi une ambiance d'Halloween ringarde qu'on va pouvoir se mettre en fond, Hervé, pour directement lancer cette émission au cinéma. Alors de quoi on va parler ce soir ? On va en grande partie parler évidemment de la saga d'Halloween de John Carpenter jusqu'au dernier film, notamment celui qui est sorti pas plus tard que mercredi dernier au cinéma, 40 ans déjà pour Halloween. Doc Teaser est venu avec des bandes annonces de films qui font peur. Ouais. Effectivement. Destination finale de la saga directement avec la question de la semaine. Et nous on va directement commencer avec justement les matchs Doc Teaser contre le reste du monde. L'objectif également ça va être de vous laisser, est-ce que vous restez à la maison ou est-ce que directement vous sortez avec les films que vous conseille Doc Teaser. Juste avant, évidemment, comme toutes les semaines, info utile, info inutile, on va décider. J'ai sélectionné 4 infos ciné-séries de la semaine et on va décider ensemble autour de la table si c'est utile ou pas utile. Directement, on va en débattre. Je commence avec la toute première. Triste nouvelle en provenance d'Hollywood. Le réalisateur Danny Lehner est décédé jeudi à 57 ans. Alors, qui était Danny Lehner ? Il a réalisé notamment un chef-d'œuvre. Mec, elle est où ma caisse ? C'est ce cinéaste qui est parti. Alors il était surtout spécialiste notamment de cet univers plutôt léger qui était notamment dérivé d'American Pie et d'acteurs comme Sean William Scott et Ashton Kutcher notamment qui jouaient dans le premier. Alors utile, pas utile ? Autour de la table les gars. Très utile. Très utile pour Doc Teaser. Thomas, c'est utile. Ouais, j'attends le remake pour le coup. Il attend le remake des mecs. Elle est où ma caisse ? Ne se prononce pas. Jack Sparrow, c'est fini pour Johnny Depp. Johnny Depp a dit clairement qu'il ne rejouerait plus le personnage de Jack Sparrow dans la franchise. Il ne pourra plus payer ses problèmes de dette avec les sous des studios. C'est ce que j'allais dire parce qu'il sera obligé de le faire. Ses problèmes de Depp. Un point jeu de mots pour Jérémy. On va avoir des quiz cette semaine. Superbe jeu de mots de Jérémy qui prend donc un point. Magnifique. Vous pouvez aussi faire des jeux de mots à la maison. Vous les envoyez sur notre page Facebook Graffiti Cinéma. Alors utile, pas utile, je sais pas, je vous laisse débattre. Jack Sparrow, c'est fini. Je trouve que c'est triste. Alors c'est pas triste. C'est utile ou pas utile ? C'est pas utile. C'est pas utile, mais c'est triste. Mais c'est peut-être pas utile, c'est pas vital. Moi je trouve que c'est utile, ça veut dire que sa situation financière s'améliore là pour le coup.
Ça dépend de quel point. Ça dépend de quel point de vue. En tout cas, être créancier de Johnny Depp, c'est pas forcément un boulot d'avenir. Le film Boba Fett définitivement annulé, c'est une rumeur. Selon l'insuccès, après l'insuccès de Solo Star Wars Story au box-office, Disney aurait décidé, on parle encore en conditionnel, d'annuler le film sur Boba Fett. Alors Boba Fett, c'est l'espèce de tueur qui poursuit Harrison Ford à peu près partout dans la galaxie. Et donc le film aurait été annulé, le film sur Boba Fett, que beaucoup de fans, on va dire vraiment, parmi les plus fans, les vraiment fanatiques, les limites de Star Wars attendent depuis des années. Hein. Thomas, utile, pas Ouais, utile. c'est utile, mais pour le coup, c'était redondant avec la série qui est en train de se tourner. The Mandalorian. The Mandalorian, voilà, Qui qui va raconter une histoire, je pense, similaire. Voilà, qui va évidemment évoquer tout cet univers de contrebandier dans l'univers Star Wars, très loin des Jedi qu'on a l'habitude de voir. Doc, c'est très utile pour toi. C'est dommage. Utile, pas utile, -1 pour Doc qui ne comprend pas les jeux. Ça Doc commence Teaser mal. ne comprend pas les jeux. On demande utile, pas utile. C'est pas dommage, c'est pas triste, c'est Non, utile c'est- ou pas utile. C'est utile de le savoir. Voilà. Allez, la petite dernière info. Jet Li nous a appris pourquoi il n'a pas joué dans la suite de Matrix. Figurez-vous qu'il refusait que ses mouvements chorégraphiés soient numérisés et donc conservés par les studios qui étaient directement responsables de la production de Matrix. Voilà. Utile. Utile Ah pour oui, vous. mais j'ai cru que c'était parce qu'il voulait participer à The One, ce film un peu étrange, Je connais pas du tout. qui est Ouais, sorti en 2001 justement. Oui, il est très bien ce film. Étrange, The et One, très bien. Le Donc, premier. une info le seul. utile. Moi, j'aurais dit étrange. Étrange. Donc -2 pour Oh là Doc là Teaser. Je suis chaud ce soir, je suis chaud. Vous pouvez nous envoyer des infos utiles ou pas utiles sur notre page Facebook si vous voulez qu'on en parle directement. Là, on va pouvoir directement enchaîner justement avec Doc qui commence avec un -2, mais il aura l'occasion de se rattraper. On aura plein de questions à vous poser pendant l'émission autour d'Halloween et des films dérivés. Tout de suite, son jingle. Scene one, Apple, take one. C'est super attrayant. Et Doc Teaser, il est venu avec plusieurs bandes annonces ce soir, dont celle-ci qu'on écoute, un petit morceau et on se retrouve juste après. Et c'est 1, 2, 1, 2. On enregistre. On est ici pour mener une enquête sur le patient qui a tué 3 adolescents le soir d'Halloween 1978. Il s'est fait tirer dessus par son propre psychiatre. Il a été arrêté cette nuit-là. Et il a passé ses 40 dernières années en captivité. Bonjour, Michael. J'ai quelque chose que vous aimeriez peut-être voir. Et nous sommes de retour dans les studios pour Halloween 2018. Doc Teaser est venu dans sa besace avec cette bande-annonce. Alors il y en a d'autres, hein, mais celle avec laquelle tu vas me défier cette semaine, c'est directement la bande-annonce d'Halloween qui est en salle actuellement, hein, que vous pouvez voir, et qui, Doc Teaser, va vous donner envie d'aller voir pour sortir de chez vous et trépasser dans le froid et l'oubli, j'ai envie de dire, des températures de fin octobre. Exactement, ouais. Donc, en effet, donc c'est sorti déjà il y a une semaine. Oui. Voilà, mais bon, la semaine dernière, j'étais très pris, j'étais en voyage, tout ça, donc j'ai pas pu venir vous le présenter. Doc Teaser se la raconte un Ouais, petit peu. bien hein. sûr, toujours. Donc ça nous raconte l'affrontement final entre Jamie Lee Curtis. Ah si, c'est enfin, final, oui, bon. On va pas teaser non plus trop nos... C'est le 11e film. Hein. C'est le 11e, ouais. Et donc le terrible personnage masqué, le croque-mitaine abominable, Voilà, en anglais qu'on appelle communément le Boogeyman. le Bogeyman. Ah, ne pas exactement, confondre ouais. avec la danse, hein, c'est pas du tout le même univers. Donc Michael Mayer. C'est ça, frère. Mayer. C'est le meilleur. C'est toujours mon- c'est mon accent canadien. Oh, la Qui, tristesse de l'accent québécois. Michael Michael Mayer. Sors. Fantastique. Hein, c'est pas mal. On peut se hein. mettre une petite ambiance d'Halloween à Hervé en fond. Oui, pas canadienne, pour, hein. pour soutenir Doc Teaser dans l'épreuve, hein, évidemment. Alors, Donc en effet, donc ça rebondit 40 ans plus tôt. Cette Jamie Lee Curtis qui avait échappé à cette folie meurtrière, cette fameuse soirée d'Halloween. Exactement. Donc le début, ça nous explique un petit peu qu'il a purgé sa peine, voilà, dans un asile depuis 40 ans. Plutôt sympa. Tout va bien pour lui, voilà, il y a des journalistes qui viennent un petit peu le voir. Bon, ça place le décor. D'accord. Sauf que, vous en doutez, bien sûr, il va s'échapper. Voilà.
comme par hasard. Il a fait- J'aime bien le hasard. Il l'a fait 10 fois précédemment. Non mais on rigole parce que si vous entendez bien l'oreille en même temps que vous écoutez la chronique de Doc Teaser qu'on adore, j'ai choisi une ambiance d'Halloween particulièrement ringarde pour nous accompagner. Donc on entend des viens que je t'attrape derrière, ce qui est plutôt assez cocasse on va dire. Donc il s'échappe suite à un accident de voiture, voilà, de car, de prisonnier, enfin bref. Et donc sa première chose qu'il veut faire, c'est bien sûr se venger. Il veut se venger, Michael Myers, c'est plutôt soupe au lait et Voilà. rancunier. C'est ça, très très rancunier. Puis Donc, une rancune assez longue et assez froide, 40 ans c'est long. Ouais. Il a le temps de méditer et sa vengeance. La vengeance, c'est un plat qui se mange super froid. Super froid. Et il est super chaud. Donc il retrouve son petit masque, bien sûr, qui fait très peur. Et comme par hasard, voilà, c'est la soirée d'Halloween. Et là, donc, il retrouve Jamie Lee Curtis, 40 ans après, qui elle aussi l'attend. Puisque depuis 40 ans, elle attend qu'une seule chose, c'est qu'il sorte. C'est effectivement, d'où l'origine pour nous de ce film de 78 qui est très important puisqu'il donne vraiment, il est matriciel pour l'ensemble des films de ce qu'on appellera le slasher, ce genre dont on va parler, et qui est essentiel. Alors pourquoi Donc, la bande-annonce voilà. on a envie d'y aller à ce film? J'y viens. Donc, au début, voilà, ça plante vraiment le décor. Et à la fin, vraiment, quand il s'évade et tout ça, voilà, il rentre vraiment dans l'action et décide, au passage, voilà, de trucider quelques personnes. Et dans les bandes annonces, il y a un passage où c'est terrible, il s'arrête à une station essence. Et donc, on voit une dame aux toilettes. Et il arrive derrière la porte, et donc il frappe, et elle dit oui, c'est occupé. C'est tout basique. Et là, il passe sa main, et il lâche à travers la porte des dents. Des dents, je pense, du mec de la porte d'avant. La petite souris est passée. Qui a défoncé. C'est ça, exactement. Et il dépose donc les petites dents. Donc voilà, et après il ouvre la porte, et puis on imagine qu'il a trucide. D'accord. Gentiment. Plutôt quelqu'un d'agréable. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est la mise en bouche. Ah oui, c'est voilà. Le finish de la bande-annonce est encore plus terrible, puisque c'est dans une maison. Voilà, t'as un jeune avec sûrement, je sais pas, une amie, et le jeune demande est-ce que tu peux fermer le placard? Bon, elle y va, elle pousse la porte, ça ferme pas. Bon, elle claque la porte, ça se ferme, ça se rouvre, et elle ouvre la porte, et là, comme par hasard, il est derrière le mec. Et c'est là que c'est... Bah, tu t'y attends un petit peu, mais tu t'y attends pas vraiment. Ouais, mais c'est une très belle scène dans le mais film. c'est une très belle scène, exactement. Thomas a vu le film, il va nous en parler juste après, cette envie qu'il nous donne c'est ça, puis d'aller là, voir les voilà, bandes annonces. elle crie, puis on s'imagine que voilà, ça part en cardage Mal derrière. se passer, quoi. Ça se passe mal pour elle, je pense. Alors 2 arguments pour donner envie Ouais, d'aller ouais. voir Halloween pour terminer avant que je prépare ma série. Bah déjà, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis, Hein, effectivement. qui est vraiment l'actrice principale et que ça, voilà, 40 ans après, je pense que elle va jouer un rôle majeur dans la réussite du film. Ok, très bien. Et puis, je pense toujours ces petites scènes justement de surprise, toujours dans cet esprit Halloween. D'accord. Voilà, c'est pas gore. Je pense pas que c'est gore. Voilà, puisque Doc Mais ne ça voit fait que peur. la bande-annonce. On est bien C'est d'accord. ça. Si vous débarquez, vous écoutez Exactement. notre émission, Doc Teaser ne voit que les teasers. Hein. Il en a rien à faire des films. C'est pas son Rien à objectif. Il est teaserophile. Il est pas cinéphile. Donc lui, il se contente de voir les bandes-annonces. C'est et un bel son hommage au film de Carpenter de 78. Tu l'avais vu d'ailleurs? Non. Voilà. Non, je vois pas les films. On est bien donc, d'accord. J'ai vu que la bande-annonce. Donc vous voyez bien, en direct, on vous trompe pas sur la marchandise. Doc Teaser ne voit que les teasers. J'ai essayé de le piéger. Il a dit non, il ne voit pas les films. Par contre, il a vu la bande-annonce du film de 78. Tout à fait. Dont on écoutera un petit extrait tout à l'heure. Alors Thomas, il va nous poser des questions, et puis après je vais te défier avec ma série ça en va être dur pour toi. quelques minutes pour donner envie aux gens ou de sortir pour aller voir Halloween selon les conseils de Doc Teaser et puis de Thomas qui va nous parler du film. Et moi je vous parlerai d'une série juste après, mais Thomas juste avant a préparé des questions. Alors j'ai Alors, juste l'enjeu quand même des questions, c'est quand même des enjeux très vitaux, hein, puisque le vainqueur de notre quiz aura une vie en plus pour la chaîne de fin, la fameuse chaîne de fin avec laquelle on finira l'émission. Et cette semaine, vous pouvez commencer à réfléchir vous aussi à la maison, ce sera des films qui font peur, ou des films qui font peur, qui font rire. Ah, c'est pas mal ça. Soit l'un, soit l'autre, hein, vous pourrez faire ça dans notre chaîne de fin, on se passera la patate chaude autour de la table, donc des films qui font peur, ou des films qui font peur, qui font rire. Voilà, donc Thomas, tu nous as des quiz et des questions pour nous, vous pouvez également jouer évidemment à la maison également. J'ai une question. Allez, c'est parti. J'ai une question. Alors le titre français d'Halloween, celui de 78. Alors moi je joue pas évidemment. C'est La Nuit des Masques. Oui. La Nuit des Masques. Mais quel est le titre original du scénario? Oh, oui, bien sûr. Ah ouais. Ah, il y a pas de. Alors je vais vous le dire. Bah, si, bien sûr. bien sûr. Alors, une proposition, The Babysitter Murders.
Oui, c'est ça. Le tueur de la nuit de la veille de la Toussaint. Bon, celui-là, Il arrache. Il tabasse un il a fallu raccourcir un petit peu quand même. The Boogeyman. Ou le tueur à la citrouille qui fout la trouille. Non, c'est le premier, c'est Babysitter. On te laisse C'est le prendre. Babysitter Murders, ouais, Babysitter effectivement. Murder, effectivement. Parce qu'il y avait déjà l'idée que ce soit une jeune femme la victime. Ah, et c'est Jamie Lee Curtis qui joue la babysitter, je crois. C'est ça, il y a De mémoire. deux babysitters C'est ça. Dont une qui passe à la trappe. Qui passe à la assez trappe, rapidement. effectivement. D'autres petites questions? Ouais, une autre pour petite nous question. Alors sur le mythique masque de Michael Myers. Oh, oui. Myers. Alors c'est un vrai déguisement arrangé pour le film. Mm. Quel personnage de la pop culture représente-t-il? Ouais, Ah, je c'est- sais. C'est une Alors, très bonne question, ça. Le Captain Kirk de Star Trek. Alors le pire, c'est qu'il ressemble pas trop à William Shatner pour le coup. Rocky Balboa. Bon, il ressemble pas non plus à Stallone. Vito Corleone du film Le Parrain. Ou Gérard Montparrain, que C'est j'embrasse. C'est la réponse 1 dans Star Trek. C'est Star Trek, C'est effectivement. effectivement Star Trek. Ouais. Et Bien joué. la petite histoire, c'est qu'il y avait deux masques de le chef des effets spéciaux est venu avec deux masques, un masque de clown qui servira pour la scène d'entrée Ah oui. et l'autre masque qu'il a juste repeint en bleu clair. Et là, tout le monde s'est mis d'accord et puis c'est ça. C'est ça. Je crois qu'ils ont rajouté des cheveux aussi. Parce qu'il a, Non, les il a cheveux moins de étaient cheveux déjà- Les cheveux, ils étaient avec. dans Star Trek. Mais par contre, ils ont teint, je crois que c'était pas exactement les mêmes cheveux. Parce que le but c'était de montrer que le masque pouvait exister, qu'il pouvait être volé dans un magasin, Qui pouvait être acheté. voilà, à- qui pouvait être acheté. Effectivement. Puis pour le premier film, on va en parler, ils étaient particulièrement fauchés, donc ils essayaient de faire des économies sur à peu près tous les éléments du C'est scénario, et donc évidemment faire en sorte que on ne puisse pas non plus trop développer. Alors Thomas a fini une première série de questions, j'en aurai d'autres également. Mais attends, tout pour à le l'heure. coup, le masque, il a vraiment été acheté après le succès du film. Ah bah Ça a oui. cartonné. Alors moi j'en ai deux autres pour vous. Bon, pour continuer, vous pouvez répondre. Pour l'instant, Florian a 2 points, il a pris une petite avance. Quel est le budget du tout premier film des Masques? On vient de vous dire qu'ils étaient fauchés, le tout premier film de Carpenter. Alors, $3 000, $30 000, $300 000, ou alors ils étaient bénévoles, c'était RCF Illinois qui organisait le tournage. $30 000. Je dirais 30 000 aussi. Ouais, moi 30 000 aussi, pour les 30 000. Ah, 300 000. 300 000 pour Thomas. Thomas prend un point, effectivement, c'est $300 000 le budget quand même. C'est Pas mal. Ah ouais, ça va. Alors pour John Carpenter, c'était plutôt confortable puisque son film précédent, il avait eu un budget encore un peu plus serré. D'ailleurs, quel était le film précédent de John Carpenter? Alors attention, là, vous me laissez finir les propositions, puis après vous dégainez si vous voulez. Assaut, Besso, Cesso ou Foyer d'Esso? Assaut alors. Assaut. Mais c'est pas celui que j'aurais dit. Thomas a ouais. dégainé en premier, effectivement. Ouais. C'était bien Assaut qui Blackstar. était avant le film précédent de John Carpenter. Vous voyez, donc on fera des questions et évidemment on essaiera de faire des questions évidemment dans une ambiance particulièrement je veux dire, festive et un peu flippante de temps à autre pour l'émission. Alors moi je voulais justement enchaîner avec une série. Je vais faire rapidement puisqu'on commence déjà un petit peu à être à la bourre, mais on va essayer de tout faire. Je voulais vous parler de cette série sur Netflix, The Haunting of Hill House. J'essaie de mettre au maximum l'accent, mais c'est vraiment galère pour nous. Essayez de nous mettre à votre place. Nous mettre à votre place. Pour toi. Cette série vient de sortir et c'est une série événement qui est une des plus regardées sur la plateforme américaine Netflix. Donc elle raconte tout simplement une maison hantée, l'histoire de maison hantée d'une famille à deux époques, époque actuelle et époque du passé, où on va directement voir dans une mise en scène particulièrement léchée, très travaillée, comment une famille avec 4 enfants et les parents, la cellule familiale est confrontée à directement cette maison hantée. Alors c'est intéressant parce qu'on voit directement les confrontations entre les frères et sœurs, des mises en scène qui est particulièrement, je dirais presque empoulée, mais au bon sens du terme, vraiment très travaillée, et qui nous montre clairement une nouvelle adaptation de ce bouquin, qui Hill House de mémoire, et qui avait déjà donné La Maison du Diable de Robert Wise, qui était déjà un chef-d'œuvre du film. Alors à l'époque d'horreur, même si évidemment le film depuis il a vécu, il n'évoque plus l'horreur pour nous, mais plutôt le fantastique, du gothique on dirait. Il y a aussi un remake en 99, il me Oui, semble, alors, avec, qui était particulièrement abominable. avec Liam Neeson. Avec Liam Neeson, qui était particulièrement catastrophique, qui s'appelait Hantise. Et The Haunting of Hill House, c'est une galère. Le H en anglais, si vous êtes prof d'anglais, vous pouvez me donner des stages. À s'inspirer. Cette série, donc The Haunting of Hill House, est directement une des plus importantes vraiment en ce moment sur Netflix, en tout cas une des plus regardées, et c'est avec celle-ci que je défie Doc Teaser, autour de la table d'ailleurs. Est-ce que vous préférez revoir Halloween ou la série que je viens de vous conseiller, donc Florian, Hervé, Jérémy? Je dirais la série, moi. La série pour Jérémy. Parce que j'ai Netflix. Parce qu'il a Netflix. C'est pas l'argument, Ça coûte ça. moins cher. C'est un argument. Je dirais aussi la série parce que j'ai revu récemment Halloween. Mais il y a une autre série sur Netflix sur les maisons hantées. Il y a American
Horror Story. J'ai cru que t'allais dire Sur American plus, Beauty, qui est sur 5 ou 6 saisons. Moi j'ai cru American Dad. American Pie. Non, non. Dad. American Horror Story, qui est, d'ailleurs où John Carpenter avait réalisé un des épisodes des tout Ah oui premiers épisodes de d'accord, la je sais série, pas. parce que c'est une série qui est quand même très très Ouais, longue. Hein, oui. C'est une série d'épisodes qui a plus de cette saison de mémoire, cette Ouais, série-là. je pense, ouais. Et John Carpenter avait à l'occasion réalisé des épisodes, un ou au moins un en tout cas, d'American Horror Story. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire dans cette saison de Netflix. J'ai donc réussi à vaincre Ah là Teaser. là. C'est la première fois cette saison. Moi, je partais mal déjà avec les moins 2, tout ça. Effectivement, il partait déjà mal avec les moins 2, mais là en plus, il Moi, perd je le un soutiens. petit peu. Il le soutient. Alors on va écouter avant la critique de Thomas. Hervé, il a pas voté. Hervé, il a pas voté, mais comme j'ai déjà 2 voix, j'avais forcément gagné puisqu'il y en avait que 3 qui pouvaient voter. Mais Hervé, qu'est-ce que tu veux regarder, la série ou Halloween, le film en salle? Tu veux nous regarder quoi alors? Alors il trouve Halloween. Halloween. Ah, Allez, ouais. 2-1, c'est une défaite moins humiliante pour Teaser, mais c'est toujours une défaite. Allez, tout de suite, j'ai un petit questionnaire pour vous. On va s'en faire un juste avant que Thomas nous critique le film en quelques minutes, dans quelques minutes, pardon. Halloween, Julie Lescaut ou les deux. Alors, très exactement, c'est Michael Myers, Julie Lescaut ou les deux. Hein. Vous répondez Michael Myers, Julie Lescaut ou les deux à ce questionnaire-là, évidemment, et je compterai les points pour qu'on puisse directement se défier dans la bonne humeur et évidemment un petit peu dans la flippette. Je commence, Hervé, tu peux jouer avec nous, hein, ils jouent tous autour de la table. Pas causant. Michael Myers. Michael Myers, bien joué Thomas, magnifique, 1 point. Je continue, fait flipper. Les deux. Les deux, Ouais. Michael Myers, Julie Lescaut ou les deux, je vais le donner à Doc Teaser, celui-ci, effectivement. C'est bien vu, Doc Teaser, tu passes à -1. Ne pas regarder dans le noir. Juliesco. Les deux. Ah, non, les Michael deux, Myers. bien vu Jérémy, effectivement, il faut pas regarder dans le noir. Ah oui, les ne pas deux, regarder c'est- tout court c'est pour plutôt Juliesco. flippant. Bonsoir, Juliesco. Attention, la fin est nulle. Les deux. Eh non. Ah non. Celle d'Halloween est très bien. Je sais pas, j'ai jamais vu. Quelqu'un a vu la fin de J'attends Juliesco toujours, j'attends toujours ma réponse. Hein. Il y a pas de Ça peut être Julie quelqu'un de Lescaut, deux. c'est Julie Lescaut, Julie bien vu Lescaut, pour ouais. Thomas, effectivement, qui prend un autre point. Effectivement. Tue 17 personnes par film. Michael Myers. Michael Ouais, Myers, Myers, bien oui. vu pour Thomas. Michael Myers, Julie Lescaut ou les deux a le masque. Les deux. Les deux, ouais, bien Il y a vu un peu Thomas. un tir en ce moment. C'est Julie Lescaut fait souvent la tronche dans ces épisodes. Attention, Michael Myers, Julie Lescaut ou les deux. Rousse. Juliesco. Julie Lescaut, bien vu, Doc Teaser, magnifique. J'ai pas été Il vérifié, repasse mais à 0. Juliesco. Effectivement. Julie Lescaut, Michael Myers ou les deux n'aiment pas sa sœur. Les deux. Les deux. Ah non, Julie Lescaut Si, aime si, beaucoup. si, il y a Myers. beaucoup d'interviews de Julie Non, Lescaut. non, Julie Michael Lescaut aime Myers. beaucoup sa sœur, c'est Michael Myers, bien vu, Doc. Effectivement, ça prend 1 point. Allez, 2 petites dernières. Marche très lentement. Les deux. Les deux, magnifique. 1 point pour Jérémy. Ouais. Julie Lescaut ne marche pas très vite, effectivement. Et un petit dernier est au placard. Les deux. Les deux, Doc Teaser. Ah ouais, attends, c'est quoi l'histoire? Julie Lescaut est au placard, tout comme Michael Myers, Sérieusement qui se planque dans les placards en Pour quelle raison permanence. Parce que Michael Myers se planque fait dans trop les d'actualité, placards et Julie Julie Lescaut, Lescaut quand même. ne fait plus d'actualité. Donc les deux sont effectivement au placard. Et les deux est une réponse. Très Pour bon. l'instant, Thomas est monté à 4 points et prend la tête de notre quiz, effectivement, juste derrière Jérémy avec 3 points. Vous pouvez jouer également à la maison pour défier nos chroniques. Moi j'ai combien pour savoir si je continue Zéro. à filmer? Zéro. Peut-être quand tu as filmé, je suis meilleur pour Alors, filmer, non? personnellement, je pense que tu peux filmer. Et tout de suite, Thomas va nous critiquer le film Halloween 2018 qui est en salle à l'heure actuelle. On va s'écouter la bande-annonce en fond sonore et Thomas va nous critiquer le film en salle dont nous a parlé Doc tout à l'heure. Ouais, alors c'est vraiment tout chaud parce que je suis allé le voir cet après-midi juste avant d'arriver. Donc j'ai pas pris de notes, ça va fuser un peu dans tous les sens. C'est pas grave, on a l'habitude. Merci. Alors le film, il s'entend, je pense, en ayant vu au moins le film de 78 pour vraiment pleinement apprécier les choses. Après, c'est un film qui est basé vraiment un peu à l'ancienne dans le déroulé, un peu de lenteur, ce qui fait pas de mal autour des films un peu d'horreur actuels. C'est pas si violent que ça. On retrouve, comme Doc Teaser l'a dit tout à l'heure, Michael Myers qui a passé 40 ans dans un asile. Il est interviewé dès le départ par des journalistes. Enfin, interviewé, non, puisque Michael Myers parle pas, mais On l'a dit, il est pas causant. Il est pas causant. Tout comme Julie Lescaut voilà. d'ailleurs. Et rigole, il est, en fait, on sent que les journalistes qui font un simili podcast sur des affaires d'horreur non résolues essayent de le titiller, de le faire sortir un peu de ses gonds pour voir s'il a une réaction. Et effectivement, il s'échappe. Alors, dans la première partie, on se dit que ça tombe vraiment mal qu'il y ait un accident de voiture.
mais c'est expliqué par la suite. Je vais pas raconter les choses pour que les auditeurs aillent le voir. Alors, excuse-moi, on a un cahier des charges à respecter. Hein. Tu vas pouvoir reprendre, mais on est obligé de balancer toutes les 10 minutes à peu près un son qui fait peur dans l'émission, puisque c'est une émission Halloween. Et donc, Hervé va nous envoyer un son qui fait peur. Allez. Alors, l'autre son, Hervé, celui-là fait très peur, mais j'ai un autre son qui fait peur. Voilà, donc c'est l'ambiance Halloween, hein. On entend les piafs crier très fort, et on a souvent peur, on va donc tressaillir pendant toute l'émission. Alors, effectivement, on sent que sur ce film, John Carpenter, il est impliqué. Ça fait plaisir, pour le coup, parce que les films précédents, notamment ceux de Rob Zombie, j'ai pas vraiment beaucoup on va revenir sur la saga, il y a plusieurs âges dans la saga. Voilà, effectivement, sur 40 ans, il y a plusieurs vagues. Si vous voulez, pour situer, il y a sur 11 films de la saga Halloween, John Carpenter est vraiment impliqué dans 4. Après, vraiment 1, 2, 3. Les 3 premiers, plus et le tout dernier celui-là, qui vient de sortir en salle, où il a été consultant, mais il a pu effectivement avoir voix au chapitre. Voilà, il a pu avoir voix au chapitre. Il a composé la musique. Avec son fils et je crois que c'est son neveu. Son neveu ou son beau-fils, enfin, en tout cas c'est quelqu'un... c'est en famille. Proche, effectivement, comme d'habitude. Et là, du coup, effectivement, ce thème, il l'a remanié. Ça fonctionne toujours aussi bien. Il est plus moderne, plus électro, mais plus actuel, mais ça marche. Michael Myers, il fait toujours aussi peur. Les meurtres sont toujours aussi tendus. On a de l'épouvante. On a un petit peu d'horreur. Il y a vraiment un meurtre qui est un petit peu plus, on allait dire, gore, sanguinolent, mais le reste, c'est vraiment travailler sur l'épouvante des choses. Il n'y a pas tant de sang que ça. Et ça respecte bien, je trouve, le cahier des charges du premier, qui est un film d'ambiance, le premier. Donc, à tous ceux qui attendaient de tomber sur le film pour lui reprocher tous ses défauts... je pense que non. Je pense qu'il faut y aller. On se fera une petite frousse. Il y a un petit distancié, il y a un petit côté aussi, le rôle de Jamie Lee Curtis est plutôt bien amené, elle est très parano, à la limite on peut la comprendre, après avoir vécu ce qu'elle a vécu dans le premier film, elle se terre, elle crée des pièges chez elle attend Michael Myers, vraiment, elle s'entraîne, il y a une sorte de parallèle avec un personnage de Terminator, Sarah Connor, qui ressemble beaucoup à ça, une femme très très forte, et elle entraîne sa fille et sa petite fille là-dedans. Du coup, peut-être qu'il aurait pu accentuer là-dessus, sur cette idée de parano, mais en même temps, faut créer aussi un exercice de style, donc faut pousser un peu. Et les plus jeunes, ils peuvent également aller le voir sans avoir vu celui de 78. Ouais, effectivement, ils vont louper des choses. Il y a des petits clins d'œil. Clairement, il y a des vrais clins d'œil qui sont bien amenés et bien utilisés, mais ça fonctionne bien. Si vous voulez vous faire peur, oui, il faut y aller. D'accord. Alors, c'est très bien. C'est un très bon conseil. On va avoir envie d'y aller, effectivement. Pour l'instant, on va s'envoyer un petit loup qui crie pour se faire un petit peu peur. Hervé va nous... Voilà, merci. On est dans l'ambiance, c'est Halloween. On n'est pas en train de vous mentir. Vous êtes en direct. Vous écoutez Graffiti Cinéma sur RCF Loiret. Et j'ai 2 questions à choix multiples avant qu'on enchaîne directement avec la saga, qu'on évoque ces films de la saga juste après. Qui est la vraie Laurie Strode, qui est le nom du personnage de Jamie Lee Curtis. Figurez-vous qu'elle a une particularité, puisqu'elle existe en fait, le patronyme existe dans la vraie vie. Alors, qui était la vraie Laurie Strode avant qu'elle soit intégrée dans le scénario comme personnage? C'était la belle-mère de John Carpenter, la cousine de John Carpenter. C'est le nouveau nom d'un deuxième frère Wachowski. Ou c'est une ex de John Carpenter? Non, je crois que c'est sa cousine. Sa belle-mère. Belle-mère, moi je dirais. Belle-mère, les gars, Jérémy? Belle-mère. C'était une des ex de John Carpenter. Oh là là. Il est sympa. C'est bien parce qu'en plus il a fait le film avec sa femme. Ouais. Oui. D'accord. C'est très drôle. Donner le premier rôle à son ex-femme. Qui est le vrai Michael Myers. Le Michael Myers est également un personnage qui existe dans la vraie histoire. C'était un acteur. C'était un copain du producteur. C'était un acteur pornographique. Ou c'était un acteur français. C'est un copain? C'est un copain du producteur. C'est un copain du producteur, effectivement. Un point pour Florian qui a réagi un petit peu avant. Il a dégainé. Il a bien dégainé. Et c'était un copain du producteur. Et puis pour la petite histoire, c'était celui aussi qui avait acheté les droits d'Halloween et d'Assaut pour le marché britannique et donc avait contribué à lancer la carrière de John Carpenter également en Europe. Et on sait que l'Europe est très importante pour John Carpenter, qui est un cinéaste dont on va parler évidemment, puisque nous on va évoquer le premier film de 78 juste après une bande-annonce de film d'horreur ringarde. Juste après ça, on se retrouve dans 30 secondes.
Le type et la fille sont en train de se ploter quand ils entendent à la radio qu'un tueur frappadingue s'est échappé d'un asile d'aliénés. Non, c'est pas du tout ça. Le type va chercher de l'aide, mais la fille reste dans la voiture et elle entend un bruit. Un genre de frottement. Non, il s'est fait décapiter. Non, on l'a éventré avec un crochet. Nous sommes de retour dans les studios et vous venez d'entendre une bande-annonce de film d'horreur ringard. Est-ce que vous l'avez reconnu? C'est Souviens-toi l'été dernier. Souviens-toi l'été dernier, Jérémy, avec le crochet, spécialiste de films d'horreur ringard. On va en parler. Le crochet, c'est soit celui-là, non, soit le premier est pas ringard, peut-être les autres, mais le premier ça va. Alors c'est effectivement l'écurie de Kevin Williamson, notamment de Scream, qui a contribué au scénario, donc c'était très inventif à l'époque. On rigole un petit peu parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément très bien vieilli, voilà, c'est ça. Pour le coup. Alors on va parler de la saga, on va commencer directement, Thomas, à évoquer le film de 78, La Nuit des Masques. On a un petit quart d'heure devant nous pour évoquer l'ensemble de ces films, évidemment. 78, La Nuit des Masques, pourquoi on doit le revoir, qu'est-ce qu'il raconte ce film-là et en quoi il est important pour l'ensemble des films d'horreur comme celui-ci dont on vient entendre un bout de la bande-annonce qui ont suivi en fait. Ça a inspiré une très large partie de la pop culture quand même. On a l'habitude de dire que c'est c'est le vrai premier slasher. C'est une référence. Le vrai premier slasher movie, c'est-à-dire le slasher movie, grand méchant qui marche pas vite avec un couteau et qui veut tuer des jeunes filles. Exactement. Effectivement, il y a d'autres films précédents qui peuvent se rapprocher un peu de ça, comme Massacre à la tronçonneuse, mais celui qui est vraiment à lancer une sorte de mode, c'est le film de Carpenter. Et Carpenter, au départ, il se destinait pas spécialement à faire un film qui allait lancer des modes. Il le dit bien, c'est un exercice de style avant tout. On sent que il y a quelque chose proche de Psychose. Il y a des hommages vraiment à peine voilés. De l'utilisation du couteau de cuisine, c'est vraiment pour rappeler Psychose. Et puis il parle également dans la préparation du film de Fenêtre sur cour, évidemment. Où on est dans une banlieue américaine, on est dans le nord de l'Illinois. Alors si vous voulez, c'est l'équivalent pour nous, la petite ville dans laquelle les meurtres ont lieu à Dunfield, dans l'Illinois, c'est l'équivalent pour nous de Semois, par exemple. On pourrait dire ça, une petite ville de banlieue où il se passe pas forcément grand chose. Les gens de Semois, ils vont avoir peur. C'est clair, et les gens à Semois vont avoir peur, effectivement. Si vous avez à Semois, ayez peur, c'est l'objectif. Surtout demain. Surtout demain. Et évidemment, non, mais on rigole, mais c'est typiquement le paysage de banlieue américaine qu'ils ont voulu montrer effectivement dans Halloween. Oui, voilà, et il a choisi ça. Effectivement, on pourrait reprocher au scénario de pas être très développé. C'est l'histoire d'un tueur qui pendant 1h30 zigouille des tas de nanas. Pas tant que ça dans le premier finalement. Non, mais il en tue quand même. Il y en a 5. 5 dans le premier, effectivement. 5 dans le premier, mais effectivement, c'est tout le style qu'il a voulu donner et de dire, voilà, vous venez au cinéma, vous voulez vous faire peur, mais vous avez la protection du cinéma pour le coup. Vous pouvez essayer de vivre ça, mais devant un écran. Et ce qu'il a voulu faire, c'est vraiment ça. Dans la séquence qui est la séquence d'intro qui est vraiment un vrai bijou. Alors, on peut en parler puisque les mythiques cette séquence d'intro. Puis je pense que on spoile pas grand chose, le film est quand même assez... Le film a 40 ans. À 40 ans, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui un petit peu vous réveiller avant pour le regarder quand même. Effectivement. La caméra, c'est une caméra subjective dont on sait pas trop au départ si c'est vraiment, on suit vraiment les pas d'un personnage ou pas. Présente le décor à travers une fenêtre. On voit un couple assez jeune qui monte un escalier et c'est au moment où cet événement se produit, la caméra là vraiment on sent que c'est un personnage. On bouge, on rentre dans la cuisine. C'est-à-dire qu'on voit le regard du personnage. Le regard du personnage. La caméra subjective, voilà. Il s'agit de ça. Donc on est un peu angoissé, on se dit qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Surtout le personnage prend un couteau dans la cuisine. Voilà. Ça commence mal. Ça commence très mal. Il monte l'escalier, il trouve un masque par terre, il le met et il assassine la jeune fille qui est dans la chambre. Tout ça en vue subjective. Le personnage redescend l'escalier, il est arrêté par des adultes, et le masque est retiré, et on s'aperçoit que c'est un petit garçon qui doit avoir 6-7 ans.
Voilà. Avec un couteau ensanglanté dans les mains. Ses parents terrifiants, le terrifié de l'accueil, il vient d'exécuter sa grande sœur directement dans la maison familiale. Alors c'est la première scène quand même, c'est la scène d'ouverture du film et c'est particulièrement terrifiant. C'est très étonnant d'utiliser un enfant pour le coup, je pense que c'est ça le gros point du film. Ils ont voulu le faire en plan séquence, c'est-à-dire sans coupure. Alors il y a 2 coupures très très légères qui sont invisibles pour le spectateur et ils ont pu faire seulement 2 prises, raconte John Carpenter, puisque l'enfant, comme aux États-Unis, tourner des enfants c'est très 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 légiféré, ils n'avaient pas le droit de dépasser 10 heures, donc ils ont pu faire seulement 2 prises pour cette fameuse scène d'ouverture en un seul plan avec une caméra qui est très mobile, qu'on appelle la Steadicam, qui permet notamment de filmer sans avoir d'à-coup quand on monte les escaliers, donc c'était une invention à l'époque. Petite anecdote d'ailleurs, à un moment dans cette scène là on voit le couteau s'abattre avec un bras, avec le couteau qui s'abat sur la victime, et en fait le bras, la main, c'est la main de la productrice. Voilà, effectivement, qui était à l'époque la compagne de John Carpenter, puisque l'enfant était parti, justement. Exactement. Et il fallait quelqu'un qui ait les mains très très fines pour jouer les mains d'un enfant. Donc c'est la productrice qui a prêté ses mains à ce jeune tueur. Ils sont donc 3 à avoir incarné Michael Myers dans le premier. La productrice, celui qui joue l'adulte et celui qui joue enfant. Donc c'est particulièrement intéressant. On va se faire un petit quiz audio avant de continuer la suite de la saga de Michael Myers. Les quiz audio cette semaine, c'est avec Destination Finale 5. Jérémy va nous en parler tout à l'heure. On va écouter un quiz et vous allez me dire la suite. On va le relancer, Hervé, parce que là, du coup, on va le remettre au début. Et vous allez écouter l'extrait. Hervé va mettre une pause et vous allez essayer tous de deviner la suite de l'extrait. On écoute cet extrait de Destination Finale 5. Pourquoi vous me suivez? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Mon travail. Médecin légiste. Alors, on va mettre une pause ici. On va mettre une pause sur ce son-là. Pourquoi pensez-vous que je sache quoi que ce soit? Alors, on va l'arrêter. Vous avez mis en garde au service funéraire. Voilà. Hervé donc nous a arrêté le son et vous allez devoir deviner la suite directement de cet extrait. Donc, que leur arrive-t-il? Ils ont tué un chanteur. Ils ont ri de la mort. Ah, c'est moche. Hein. Ils ont introduit une fracture dans la réalité. Ou alors ils ont tué son fils, au personnage à qui il parlait. Je pense qu'ils ont tué son fils. Ils ont ri de la mort. Ils ont ri de la mort? Non, ils ont introduit une fracture. Ils ont introduit une fracture dans la réalité pour je trouve que c'est bien ça. D'accord, très bien. Bah, écoutez, on va réécouter l'extrait. Cette fois, on va essayer de voir jusqu'où ça va. C'est parti. Pourquoi vous me suivez? Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Mon travail. Médecin légiste. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi pensez-vous que je sache quoi que ce soit? Vous nous avez mis en garde. Au service funéraire, vous avez dit la mort n'aime pas se faire berner. Parce que j'ai déjà vu ça. Plus d'une fois. Vous avez changé la donne sur ce pont, introduit une fracture dans la réalité. Voilà, bien vu, on revient dans les studios. Thomas a trouvé, ils ont introduit une fracture dans la réalité. Ce qui peut arriver, ça fait mal. Hein. Ce qui peut arriver à peu près tous les jours. Vous introduisez une fracture dans la réalité. C'est un nanar, non? On va en parler, Jérémy va nous en parler. C'est pas vraiment à proprement parler des nanars. On fera un deuxième extrait tout à l'heure, audio. On peut l'enlever, celui-ci à Hervé. Ça sent le nanar, ça ressemble au nanar. Et c'est pas du nanar, c'est ça? On ne pourra rien y faire. C'en est pas loin. Effectivement. Vous ne devriez pas être en vie. Il devrait pas être en vie. Voilà. Donc on peut arrêter le son, effectivement. On peut reprendre directement le parcours de la saga Halloween dans les studios. Alors on va un petit peu enchaîner parce qu'on est un petit peu en retard. Et puis en plus on casse du matériel dans le studio. Donc vous voyez que c'est la preuve qu'on est en direct et qu'on vous raconte pas d'histoire. La suite de la saga, on peut dire qu'il y a un âge d'or avec John Carpenter qui participe de près ou de loin aux 3 premiers Halloween et au tout dernier qui est sorti. Le tout dernier, on en a parlé, Thomas le conseille. Halloween 2, il ne réalise pas, mais c'est un jeune réalisateur, Rick Rosenthal, qui c'est presque lui qui le fait. Mais c'est quasiment lui qui le fait, puisqu'il va notamment retourner des scènes pour la suite du film. Et pour le 3, il décide, et c'est très original, de se passer de Michael Myers. On peut en parler en quelques phrases. Oui, rapidement, c'est un concept qu'il a voulu mettre en place en disant on va raconter des histoires autour de la soirée d'Halloween. Voilà. Des histoires pour faire peur, à se faire peur. Donc c'est plutôt une bonne idée sur le papier. La réalisation est moins captivante, même si l'histoire est pas non plus dénuée d'intérêt. Il y a un petit côté la 4e dimension avec un twist final pour savoir si effectivement le méchant va réussir son plan ou pas, si la morale est respectée, ce genre de choses. C'est très intéressant puisqu'on se passe du héros principal de Halloween et l'objectif pour John Carpenter c'était de se passer de Michael Myers
pour faire un film sur le thème d'Halloween une fois par an à l'époque avec le producteur, c'était un accord. Le film se plante au box-office, donc il décide de ramener Michael Myers pour une série de films qui sera plus proche des nanars. Ici on parle notamment d'Halloween 5, 6 qui vont être particulièrement les pires. On peut éventuellement mettre Halloween 4 dans cette histoire, même si c'est le moins pire des pires, on va dire. Et c'est vrai que les 4, 5, 6 marquent une vraie déchéance au point de vue cinéma et scénario. On est vraiment dans la série B au sens large, au sens vraiment péjoratif du terme. C'est-à-dire que là en plus on sent qu'il n'y a pas de sous et ça se voit. Alors que, à l'inverse, les 2 premiers films, il n'y avait pas de sous, mais ça se voyait pas. Et du coup, effectivement, alors on peut le voir pour la présence justement de Donald Pleasence, parce que lui, on le met dans n'importe quel rôle, ça fonctionne. Même dans les pires itérations du 6 où il a joué Edith Piaf également, Donald Pleasence, il l'avait très bien fait d'ailleurs. Non, le docteur Loomis, il est très bien incarné. C'est un personnage qui est l'antithèse du héros, la face le pile de la pièce. C'est un personnage essentiel de la saga, c'est celui qui poursuit Michael Myers et qui s'en veut finalement de ne pas avoir réussi à le soigner après le meurtre de sa sœur dont on parlait tout à l'heure, de sa grande sœur. C'est le psychiatre. C'est le psychiatre, effectivement, parce que psychologue, ils peuvent pas prescrire des médicaments. Attention, c'est pas du tout la même chose. Oui, donc et puis ils ont voulu faire un Michael Myers un petit peu fantastique avec des pouvoirs presque il est quasiment immortel. Alors effectivement il représente le mal absolu, donc on peut pas l'anéantir, mais le 6e film avec la présence d'une sorte de secte qui voudrait récupérer les pouvoirs de Michael Myers, voilà. C'est un petit peu bizarre, les scripts sont écrits à la va-vite. Les producteurs sont dans une logique purement mercantile et veulent sortir des films très très vite, donc ils sont beaucoup moins bien produits et réalisés que le tout premier, à moins d'être vraiment inconditionnel d'Halloween. On peut donc se passer de cette série de 4 Après, 5, on peut les regarder comme une curiosité. Voilà. Ce qui nous est arrivé d'ailleurs pour préparer l'émission. Une réplique qui fait peur tout de suite, on est dans Halloween et Hervé va nous envoyer une réplique. La vie est trop courte. Tu vas claquer. Ça fait super peur. Et tout de suite un deuxième quiz audio. Et puis après Thomas nous donnera ses questions également autour de la franchise Halloween. Tout de suite un deuxième quiz à partir de Destination Finale 5. Vous écoutez bien cet extrait. On va essayer de deviner la suite. La direction ferme. Il ferme l'usine? Non, pas l'usine. Rien que nous. Les ventes et l'administration. Non mais vous imaginez, nous? D'habitude, c'est les ouvriers qui se font foutre dehors, mais nous, on devrait pas avoir à s'en faire. Oui, on a des problèmes plus graves. Olivia et Isaac sont morts. Que va-t-il se dire après? Alors, première proposition, c'est qui Isaac? Deuxième proposition, pourquoi ils ont appelé leur gosse comme ça? Troisième proposition, il y a combien de A dans Isaac? Ou alors, quand est-ce qu'on mange? Alors, je vous laisse directement réfléchir autour de la table. Qu'est-ce qu'il dit après cet échange? C'est qui Isaac? Pourquoi ils ont appelé leur gosse comme ça? Combien de A dans Isaac? Ou qu'est-ce qu'on mange? Pourquoi ils ont appelé leur gosse comme ça? Pour Doc, Jérémy. C'est pas dans les propositions. Moi j'ai envie de quand est-ce qu'on mange. Le premier. Moi j'ai envie quand est-ce qu'on mange. Jérémy le premier, ok. Et Flo? Ouais, quand est-ce qu'on mange, c'est Quand est-ce qu'on mange? Allez, tout de suite la réponse. Qui c'est Isaac? Palmer. Qui c'est Isaac? Effectivement, un point pour Jérémy, magnifique. Et on aura d'autres questions sonores tout à l'heure. Thomas, il a des quiz pour nous, on peut baisser le son, et puis on revient directement avec les questions de Thomas, on continue à jouer autour de deux petites questions sur Halloween, on en a parlé tout à l'heure. C'est parti. Halloween est considéré comme le film le plus rentable du cinéma indépendant, jusqu'au succès inattendu du projet Blair Witch. Alors on l'a dit tout à l'heure, pour un budget de $325 000. À peu près. À peu près. Combien a-t-il rapporté à 1 million près? Oui, c'est dur ça aussi. Je vous écoute. De quel film tu parles? Le premier, La Nuit des Masques, le tout premier. 150 000. 150 millions pour 150 millions pour Dr Teaser. Jérémy. 15 millions. Flo. Attends, tu parles sur le territoire américain ou sur non, global. Waouh. Ouais, aucune idée. C'est bref. J'aurais dit un petit 200 millions. Hervé? Combien de millions, Hervé? 147 millions. 147 millions et 353 000 pour Hervé. Et non. Eh ben c'est Jérémy. C'est Jérémy qui prend encore un point. C'est 60 millions. 60 millions de dollars. 215 fois la mise. 215 fois la mise, c'est plutôt un bon investissement. Une deuxième. Alors, à titre de comparaison, le projet Blair Witch a rapporté 4138 fois la mise. Et le plus gros, c'est Paranormal Activity qui a rapporté 12 940 fois la mise. Il y avait un budget de 50 000 dollars, un truc comme ça. Quasiment rien. C'est vrai qu'ils étaient particulièrement fauchés également, mais là c'était vraiment un choix, c'était pas forcément subi comme le premier. C'était un choix. Effectivement. Thomas, dernière question. Michael Myers, c'est un poète du couteau de cuisine, un esthète du scalpel, un Mozart du trépied de caméra. Alors ça c'est pour ceux qui ont vu le 5 ou le 6.
Non, c'est plutôt dans Résurrection. Dans Résurrection, c'est dans qui est Résurrection, plutôt dur je veux celui-là aussi. Alors, mais alors, pouvez-vous me dire à 10 près le nombre d'êtres vivants qu'il a fait passer de vie à trépas? C'est pas facile. Dans quel film? Dans tous les films. Sauf le dernier. Non, sauf le tout dernier de qui vient de Donc il n'a sortir. combien en tout? Voilà. Non, il n'a combien en tout? Il y a 10 films et il est présent dans 9. Voilà. C'est ça. 9 x 4. Voilà, à 10. Non, Doc, tu moins à 10 près. 40 pour Doc. 10 personnes par film. 10 personnes par film, donc. Je dirais une moyenne de 10 par film, donc 100. Allez, je dis 100 moins. 100 pour Jérémy, 80 pour Flo, Hervé, 70, et c'est encore Jérémy qui prend les points. C'est 111 victimes. 111 victimes, Jérémy prend encore un point. Et dans tout ça, il y a un chien. Et dans tout ça, il y a un chien, effectivement, dans le 2 de mémoire, qui tue un chien, directement. Tout de suite, un son qui fait peur. On avait dit qu'on se mettait des sons qui fait peur toutes les 10 minutes, et Hervé va nous en mettre un. Voilà, un morceau de François Fellman. Cadeau. Si vous êtes fan, c'est super flippant d'écouter du François Fellman en 2018. Donc je me suis dit que j'allais faire la petite vanne. Allez, tout de suite, on va se refaire quand même un quiz audio avec Destination Finale. Ça, juste avant que Jérémy nous en parle. Écoutez la suite de la scène, on va la deviner. Ce que vous pensez de la situation. 2 morts, d'accord, je veux bien. C'est une coïncidence. 3. Pause. Alors 3, justement, 2 morts, c'est une coïncidence. Mais 3, c'est quoi? C'est pas cool? C'est pas gentil? Ça suit une logique? Ou c'est un serial killer? Ça suit une logique. Ça suit une logique. Ça suit une logique. Ça suit une logique aussi. Ça suit une logique pour tous. C'est un serial killer pour Thomas. C'est un serial killer. La suite. La suite, on écoute la suite, Hervé, c'est parti. On se met la réponse en audio. Ça suit une logique. Ça suit une logique, effectivement. Je vais la donner à Doc, c'est Lucie, parce qu'il est un petit peu à la traîne au niveau du quiz. Effectivement, allez, un petit dernier quiz final, juste avant qu'on parle de destination finale. On essaie de deviner la suite. Délicatement positionner votre tête. Et à présent, dites-moi quand ça vous semblera ajusté. Oh, c'est des... Je ne peux plus bouger la tête. Parfait. Cette scène-là. Alors, il y a une scène qui est particulièrement dure, mais en fait, vous allez voir que le dentiste va prétexter une excuse totalement bidon pour devoir s'en aller. Quelle excuse bidon sort-il pour laisser seule cette jeune femme qui va directement mourir? 4 propositions. C'est un ophtalmo. Oui, ophtalmo, dentiste, c'est des instruments de torture comme les autres. Alors, quelle excuse bidon l'ophtalmo va directement donner à notre héroïne qui va bientôt mourir, mais elle ne sait pas encore? Mon assistante a 5 ans, je dois m'en aller. Mon assistante m'a remis un dossier incomplet, je dois m'en aller. Mon assistante s'est évanouie, je vais aller la sauver. Ou vous me fatiguez grave avec vos conneries, je m'en vais. Le dossier incomplet. Le dossier incomplet pour Jérémy. Le dernier. J'adorerais qu'il dise ça. Non, le dossier incomplet pour moi. Le dossier incomplet pour Mon assistante a 5 ans. Mon assistante a 5 ans, on écoute la réponse. Respirez à fond. Détendez-vous. Je suis navré, mon assistante m'a remis un dossier incomplet. Un dossier incomplet, c'est Jérémy et Flo qui prennent les points de cette question-là. Et après, il lui arrive effectivement quelque chose d'assez particulier avec un laser qui est relativement douloureux, puisque nous parlons de destination finale. Et on va directement se demander également en même temps à la thématique de cette semaine, est-ce que les films d'horreur actuels à l'image de destination finale sont-ils faits pour des ados, c'est-à-dire directement interdits aux moins de 12 ans, mais plus à l'interdiction de moins de 16, comme avait frôlé directement Halloween en 78. Alors les intérêts, ils sont quand même hautement mercantiles, puisque évidemment, quand c'est interdit aux moins de 16, des enfants ne peuvent pas y aller avec leurs parents, donc potentiellement on se prive des recettes de toute une famille. Thomas en parle tout à l'heure, quand on y va avec son enfant, on essaie de place. Donc directement, ce qu'on appelle le PG-13 aux États-Unis et le PG-17, c'est directement compliqué pour un film d'horreur de se passer d'un public. Et c'est le cas de Destination Finale qui est déconseillé au moins 12, mais pas au moins de 16. Donc on peut présenter cette saga, Jérémy, Destination Finale, quel est le pitch de cette saga, et pourquoi on peut donner envie malgré tout d'aller voir ce film-là. Il ne s'agit pas de dire de le critiquer, même si vous avez entendu des extraits tout à l'heure, ça peut avoir tendance effectivement à être un peu comique. Pour le 5, puisque c'est des extraits du 5 avec lesquels on a joué. Mais l'ensemble de la saga, il part quand même d'un principe scénaristique qui est particulièrement intéressant. Oui, et curieux en plus. Donc je vais un peu résumer. C'est une suite entre guillemets de 5 films qui se bouclent. En fait, le dernier film il vient boucler le premier. D'accord. Et ça se finit comme ça. La trame principale des 5 films, c'est une bande de jeunes. Ouais, une vingtaine d'années. Voilà. On est dans ces eaux-là. Lycéens, jeunes étudiants. Dans des scènes différentes, ils vont avoir un accident. L'accident mortel qui va se finir
Et de là, la dernière personne qui est morte dans l'accident, elle va prévenir les autres. Elle va prévenir les autres parce qu'elle l'a vu venir. Et elle va prévenir les autres que elle va tout faire pour pas que les autres y aillent. C'est-à-dire que cette personne a une sorte de vision. Et indirectement ou quoi que ce soit, une sorte de vision. Et voilà. Donc tous les autres descendent, se sauvent. Mais alors la mort est pas contente. Mais la mort est pas dupe. Et on se fout pas de la mort comme ça. Et la mort se vexe. Et c'est ça le principe. Et donc la mort, elle vient les chercher après derrière, un par un, dans un ordre précis, qui n'est pas le même sur chaque film. Dans le premier, c'est celui qui est mort en premier dans l'accident de la première scène qui meurt en premier. Dans le deuxième film, c'est l'inverse, et ainsi de suite, et ça change. Alors, ce qui est assez intéressant et curieux, en fait, c'est que quand on a vu le premier... Non, je n'ai pas de problème. Quand on a vu le premier, on a envie de savoir comment les autres meurent dans les 4 prochains films, en fait. C'est vrai qu'il y a des effets plus parce qu'elle vient pas les chercher, genre une crise cardiaque ou... Non. Ce sont des morts plutôt spectaculaires. C'est des morts... Et puis sanglantes. Et gore à certains moments. C'est vrai qu'on repousse les limites. Cette femme dans l'ophtalmo là, et le laser, c'est original. C'est un laser qui s'emballe et qui lui transperce le cerveau, hein, on peut dire les choses. Oui, mais elle meurt même pas comme ça en fait. C'est pire. Non, parce elle meurt qu'elle traverse choses. la fenêtre. Mais c'est des morts en plusieurs étapes. Voilà, il y a un vrai côté burlesque dans ce film-là. C'est en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'on va d'abord voir un couteau qui tombe, mais on va se dire c'est le couteau qui va la tuer, mais non, elle va partir. Donc le couteau va rebondir sur un autre truc qui va faire tomber le micro. Voilà, il y a un effet domino qui devient drôle et qui rend du coup le film d'horreur, qui désamorce totalement le procédé du film d'horreur. Il y a un côté cartoon. Puisqu'il y a le côté effectivement burlesque à la Buster Keaton qui est très intéressant dans cette saga-là. Et c'est vrai que c'est tout l'intérêt, puisque même si on dit Destination Finale 5, je l'ai pris pour qu'on rigole ensemble, mais je l'ai vu. Et je l'ai vu parce qu'effectivement il y a l'intérêt de comprendre comment ils vont mourir, même si le film, évidemment, on va pas s'en cacher, hein, la mise en scène, la réalisation est particulièrement plan-plan, mais il y a ce procédé scénaristique qui donne envie effectivement d'aller au bout de ces films qui sont en plus très courts, hein, 1h20, 1h25, grand maximum. Effectivement. Alors du coup, autour de la présentation de Jérémy, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les films d'horreur, ils sont destinés plutôt à un public assez jeune, c'est-à-dire 12 ans, 13 ans, pour s'amuser, à se faire peur, mais dans le sens vraiment entertainment, dans le sens où on va s'amuser et on n'a plus forcément la sensation de peur, panique, comme on a pu avoir avec Halloween en 78. Bah, tu parlais justement du fait que bon, les films de la saga et d'autres films récents dont le public visé sont les jeunes sont surtout très courts. Oui. Et en fait, ils sont très courts parce que ils font en sorte qu'il y ait un enchaînement de scènes gore ou de scènes d'horreur, parce qu'en fait, c'est ce que recherche le public jeune. Il recherche des sensations de peur. Mais ce qui fait que nous, adultes, on recherche pas forcément ça. On cherche un peu la psychologie comme les premiers films d'Halloween en tout cas. Et je pense que ça c'est un vrai problème. C'est qu'il y a une mode des films de 2h30, 3h, les Marvel et compagnie, etc. Mais par contre, les films d'horreur sont de plus en plus courts. Oui. Parce qu'on coupe tout ce qui est psychologie, tout ce qui est... On va à l'essentiel. Scénario, on va à l'essentiel, exactement. Et c'est vrai qu'on ça me pose problème. On a parfois des réactions qui nous paraissent complètement dingues de la part de personnages, y compris dans Destination Finale. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les morts, plus spectaculaires les unes que les autres, n'ont aucun impact sur les personnages. Ils peuvent voir un de leurs amis se faire trucider de manière particulièrement choquante et violente. Ouais. Et 2 secondes après, ils vont boire un soda en train de faire des vannes. C'est-à-dire qu'il y a ce côté-là également qui pousse la mise en scène très limite, pousse également à sourire, volontairement ou pas, ça c'est un autre débat, mais l'idée évidemment c'est de comprendre que ce côté psychologique qui est très marqué dans les premiers Halloween n'est pas du tout repris, y compris dans les suites d'Halloween. Thomas, est-ce que le but aussi c'est pas de pas rendre le spectateur vraiment mal à l'aise pour le coup. Oui, parce que c'est vrai qu'une ambiance sur 1h30 très dure, très plombé, ça sera forcément un film adulte. Et il faut rentabiliser les films. Même là, si on remarque, j'ai regardé le box-office du dernier Halloween, bon, il a coûté 10 millions et il en rapporte déjà 170. Voilà. Donc c'est possible de faire un film assez violent, assez marqué pour faire peur. Je pense que c'est possible. Voilà. Tout en visant l'objectif de la rentabilité. Sachant que les Halloween n'ont jamais été des énormes budgets. Hein. De mémoire, le plus gros budget, ça doit être Rob Zombie qui l'a eu pour les remakes en 2007 et en 2009 avec 15 millions de dollars. Ce qui est relativement minime hein, aujourd'hui dans le cinéma américain où on va dire un budget de milieu de gamme, ça sera dans les 30-40 millions de dollars. Quoi. Ah, mais il y a aussi que le dernier Halloween, il fonctionne aussi sur un culte. Ouais. Derrière, il y a déjà un public où il y a... Mais
Ouais, alors je suis d'accord pour nous parce que faire un nouveau film aujourd'hui sans que ça vienne d'une licence, avec vraiment un scénario travaillé, une atmosphère pesante avant même qu'il y ait les premières scènes qui font peur. Mais j'étais surpris dans la salle, il y avait pas mal de jeunes pour le coup. Oui. Ah oui. Ouais, pour c'était surprenant. Moi, je m'attendais à voir que des adultes 35-40 quoi, qui avaient vu vraiment ces films-là quand ils avaient 15 ans. Et non, il y a des jeunes. Alors bon, ils ont des réactions. De jeunes. Voilà, de jeunes de maintenant, quoi. C'était drôle, quoi. Quelles sont les réactions de jeunes? Ils filment tout avec leur téléphone, c'était suffisamment... c'est une manière de dédramatiser ce qu'on voit à l'écran. Excuse-moi, c'est l'heure du son flippant pour la dernière partie de l'émission. Super attrayant. Voilà. Un son flippant Docteur Teaser en plein milieu de l'émission. Oui, c'était ça, c'est une manière de dédramatiser les choses, donc quelque part ça veut dire que ça fonctionne. D'accord. Très bien. Oui, non mais enfin pour revenir à ce que disait Thomas, c'est vrai que enfin moi quand j'avais été voir ça le film au cinéma avec le clown, je suis sorti mais vraiment énervé parce que le film était je crois interdit au moins de 12 et il y avait beaucoup de gens qui étaient en train de faire des snaps, en train de filmer pendant le film. Ouais, effectivement. Et il y a ce côté générationnel également. Et après ça te sort du film parce qu'en fait il filmait que les scènes effrayantes. Et il parlait dès qu'il y avait des scènes de dialogue, dès qu'il y avait du scénario, ils parlaient entre eux. Ils attendaient la prochaine scène flippante. C'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose ici de générationnel. Est-ce qu'on a l'impression, Jérémy, est-ce qu'on a l'impression quand on regarde Destination Finale, est-ce qu'on se sent vieux en gros quand on a 30 ans et qu'on regarde Destination Finale par rapport aux plus jeunes qui peuvent regarder ça? C'est pas si vieux que ça quand même. Non, mais pas forcément au niveau de l'âge du film. Est-ce que on sent qu'on a 30 ans quand on regarde ce film-là avec un plaisir, en souriant avec beaucoup de recul, et quelqu'un de 20 ans qui va le regarder, est-ce que vous avez déjà perçu ça autour de films d'horreur d'aujourd'hui qui ont tendance à faire sourire ou qu'on a tendance à plus prendre au sérieux comme on les prenait il y a 40 ans? Je serais pas objectif parce que moi, tous les films d'horreur que j'ai vus, ils m'ont jamais fait sourire en fait. Ouais. Mais non, je pourrais pas, je sais pas dire. Je trouve la force du film là, Halloween, c'est que c'est un film qui sur un quotidien, sur l'invasion par quelque chose de malveillant dans votre quotidien. Et c'est ça la force c'est là la grande puissance du film. Alors qu'effectivement maintenant, bon, il y a plus un côté fantastique. Ouais. Ça dédramatise un petit peu les choses. Bon, écoutez, on a tourné autour du thème. On voulait parler de ces deux âges du cinéma entre Halloween et Destination Finale. Thomas, on avait un film juste avant de faire notre jeu de fin. Est-ce qu'en moins d'une minute, tu peux nous vendre Chair de poule que tu as vu? Ah oui, il faut que je vous le vende pour que vous y alliez ou Allez, comme tu veux. T'as une minute. Non, alors Chair de poule. Alors ça part c'est une adaptation d'une série de livres. Alors là il y en a, je crois que Wikipédia j'ai lu, il y en a plus de 80 ou 90 livres écrits par R.L. Stein. Alors R.L. Stein fait partie du club des écrivains qui mettent leurs initiales partout. D'accord. Avec George R. Martin, Tolkien. Donc c'est du dossier quoi. Non, il est présenté comme une sorte de Stephen King pour enfants. Moi je dirais plutôt que c'est une sorte de Gérard de Villiers ou de Marc Lévy pour enfants. Ouais, de la série Z quoi. C'est de la série Z, c'est écrit au kilomètre. Il a une faculté à écrire toujours la même histoire. D'accord. Mais sans que ça se voit trop. Ouais. Et là les Chairs de poule c'est un peu pareil. D'accord. Bon, c'est marrant, ça fait sursauter 2 fois. Bon, on n'est pas ça manque de lien dans le film. Bon, écoutez. Eh ben, en tout cas, on peut sursauter avec des enfants qui ont 10 ans, c'est marrant. Voilà. Vous avez fait une sélection de films qui font peur, à évoquer. Donc, vous achetez Destination Finale en DVD, vous regardez The Hunting of Hill House, vous allez voir Halloween 2018 que Thomas vous conseille, ou éventuellement, vous pouvez tenter votre chance pour vous faire votre opinion sur Chair de poule 2, la chaîne de fin tout de suite après un son qui fait peur. C'est assez effrayant également cette ligne de basse totalement abracadabrantesque. Je vous rappelle, on va mettre une musique qui fait peur pour terminer l'émission. Je vous rappelle que nos candidats autour de la table doivent donner le titre d'un film qui fait peur ou un film qui fait peur, qui fait rire, sachant que Jérémy aura une vie en plus puisqu'il a gagné notre quiz. Et c'est Doc Teaser qui commence, c'est parti. L'exorciste. L'exorciste, c'est parti. Jérémy, une proposition. C'est un des deux, c'est ça? Ouais. Non, tu nous dis le titre d'un film qui fait peur ou un film qui fait peur, qui fait rire. Paranormal Activity. C'est bien vu. Florian? Destination Finale 5. Ok.
The Shining. The Shining. Hervé, t'en as un? C'est ce que je voulais dire, The Shining, parce que moi ça me fait rigoler. C'est une émission de Hervé. C'est une élimination d'Hervé. Doc Teaser. On parle de ça tout à l'heure. Ça, ok. La mouche. La mouche. Ah oui. On peut faire des sessions finales. Non, non. Il y en a au moins 50. Non, je rigole. Élimination trop longue. Scream. Non, attends, Ring. Ah, trop tard. Ring. Ring pour Doc Teaser. Jérémy. Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, Thomas. Ring 2. Ring 2. Ça marchait pas. Ring déjà fait élimination, la finale, on va la donner entre... The Grudge. Psychose. Bon, tout le monde a triché. Non. Je vais donc devoir donner la victoire à Jérémy, Et voilà. qui était le dernier vainqueur, et Jérémy, nous, en off, choisira notre gag de début d'émission de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, notre émission sera directement consacrée à un autre univers, ce sera le cinéma et fantasy. La fantasy au cinéma, on se demandera si ce genre n'est pas mort-né directement, s'il n'est pas mort en même temps qu'il est né, c'est-à-dire dans la logique de Tolkien au cinéma. Est-ce qu'on peut faire de la fantasy sans Tolkien au cinéma? On se posera cette question avec nos invités la semaine prochaine autour de cette thématique-là. Et donc, on espère que vous serez toujours avec nous. On a voulu vous parler de l'univers d'Halloween, du film qui est en salle, de la saga, d'autres films qui sont évoqués, et puis évidemment de ce temps qui passe sur ces films d'horreur. On espère que ça vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur Graffiti Cinéma, sur Facebook, sur Instagram. Et on se retrouve, nous, dès la semaine prochaine, 19h30. Merci à tout le monde, les gars. On finit avec un rire de sorcière. Ouais. J'ai pas de rire de sorcière, mais tu peux le faire si tu veux. Allez-y. Ouais. Voilà, restez devant le poste, n'ayez pas trop peur, surtout si vous êtes en voiture, et mangez 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Merci Hervé pour la technique, à la semaine prochaine, au revoir. Ciao. Au revoir. Ah